situation sociale actuelle du pays. Alors là encore, je vais le faire en 3 points. On ne doit pas se le cacher, nous sommes assis sur un volcan social. Vous avez des grèves dans les secteurs les plus sensibles du pays. Je suis, moi, enseignant à l'université Marangwabi. C'est une centaine de milliers de jeunes Congolais qui sont à la maison depuis 1 mois. Et d'autres qui devraient venir s'ajouter, tous les petits bacheliers qui ont eu le bac récemment, qui viendront s'ajouter et qui sont à la maison. Nous sommes sans perspective. Nous ne savons même pas quand nous pourrons reprendre. Nous ne savons pas comment on pourra gérer l'année à venir. Le CHU, ils ont relancé une grève, vous avez tous suivi. On parle là de l'école et de la santé, c'est-à-dire des domaines régaliens de l'État, où l'État est censé être le plus fort. Vous avez tous remarqué qu'aujourd'hui, nous cohabitons avec les immondices. Le Congo, Brazzaville et Pointe-Noire sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Aujourd'hui, l'échec d'une forme de gouvernance est patent. Et personne ne peut le contester. Sinon être de mauvaise foi et manquer d'amour pour son pays. Sinon, quel que soit son positionnement politique, on est obligé de constater aujourd'hui l'échec des politiques gouvernementales. Vous avez aujourd'hui aussi l'apparition des travailleurs pauvres. Vous savez, des gens qui travaillent tous les jours, mais qui sont des pauvres, qui ne peuvent pas vivre de leur salaire. C'est tous ces gens qui ne sont pas rémunérés. Je parlais de l'université Marangwabi, du CHU, des collectivités locales. Il y a des gens qui ont 100 mois d'arriérés de salaire. Plus les collectivités locales. Ensuite, vous avez aussi l'inflation. 4,2% d'inflation. On a dépassé la norme communautaire. Avec l'inflation, les Congolais n'arrivent plus à s'alimenter. Là où ils pouvaient faire un marché avec 1000 francs, aujourd'hui, on leur demande, il faut 5000. Même dans un pays où l'essentiel de l'économie est tenu par le secteur informel, les coopérants, comme nous on les appelle à Pointe-Noire, même les coopérants n'y arrivent plus. Les prix augmentent plus vite que les revenus des Congolais. Nous avons aujourd'hui une vraie fracture sociale qui s'installe dans le pays. Entre d'un côté, disons une caste des gens qui continuent à bénéficier des privilèges du gouvernement ou de la gouvernance, qui continuent à avoir de l'argent pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie privée, en détournant de l'argent évidemment. Et puis vous avez de l'autre côté 95,55% des Congolais qui croupissent dans la misère ou dans l'extrême misère. Ces gens qui manquent de tout. Nous sommes aujourd'hui dans un océan de misère où les Congolais ne savent plus à quel sens se vouer. Et face à ça, vous avez en face de vous un gouvernement qui est dépassé. Et le terme n'est pas injurieux ou insultant. Le gouvernement est dépassé. Le gouvernement ne semble pas prendre la mesure de la situation sociale dans laquelle le pays se trouve. Où sont les mesures d'urgence du gouvernement à l'égard des Congolais les plus démunis, ceux d'entre nous qui sont les plus exposés à la pauvreté? Juste un exemple pour illustrer ce que je dis. Regardez le cas de la jeunesse. 2024, année de la jeunesse. Où sont les 100 000 emplois? Où sont les 100 000 emplois? Les étudiants n'ont toujours pas de bourse. Ça remonte à Mathusalem, cette affaire de bourse. Rien dans la loi de finances, on va en parler, pour permettre de payer la bourse des étudiants. Alors, si un pays, un gouvernement, ne fait pas de 76% de sa population une priorité, ce gouvernement s'occupe de quoi? La jeunesse aujourd'hui dans notre pays, c'est 76% de la population. Ce n'est pas moi, ce sont les résultats du dernier recensement du ministre du Plan. 76% de la population. Si ces gens qui représentent notre avenir, qui représentent le Congo de demain, ne font l'objet d'aucune véritable attention de la part du gouvernement, le gouvernement s'occupe de quoi? Moi, j'ai envie de savoir, quand ils font 2 conseils de ministres en une semaine, de quoi parlent ces gens? De quoi parlent ces gens si 76% de la population n'est pas leur préoccupation? Pourtant, même ce qui constitue aujourd'hui le bras financier du gouvernement, c'est-à-dire le FMI, avait recommandé au gouvernement à plusieurs reprises
une sanctuarisation des dépenses sociales, c'est-à-dire faire en sorte que les dépenses sociales soient une priorité dans les différentes valeurs. Mais les dépenses sociales, qu'est-ce que c'est? C'est le traitement des fonctionnaires, c'est le salaire des agents publics qui ne relèvent pas de la fonction publique, ce sont les pensions de retraite, ce sont les bourses, c'est toutes ces dépenses sociales de l'État. Sanctuarisées, même le FMI, bras armé du gouvernement, bras armé financier du gouvernement, avait préconisé au gouvernement de protéger ou de sanctuariser les dépenses sociales. Je ne veux pas vous faire remarquer que ces dépenses sociales sont peut-être sanctuarisées en ce qui concerne les fonctionnaires, que nous, à l'université, on s'amuse à appeler les enfants légitimes, ou enfants du premier lit. Et puis, le gouvernement ne nous regarde même pas. C'est-à-dire le CHU, l'université Marangouabi, les collectivités locales. Tous ces enfants-là qui sont aussi des agents publics, nous sommes les enfants du 7e lit. C'est-à-dire le gouvernement fait tout ce qu'il fait pour payer les fonctionnaires. Et puis, il considère qu'il y a deux catégories des Congolais ou des agents d'État. Les agents de l'État, les fonctionnaires, donc les militaires, les enseignants du secondaire et compagnie, les autres. Et puis les enseignants de l'université, on peut s'en passer. Le CHU, c'est l'hôpital de pauvres, on s'en fout. Voilà la situation sociale dans notre pays. Alors, vous allez me dire, mais oui, justement, la loi de finances ou le projet de loi de finances actuel doit être le moment où le gouvernement va apporter les solutions aux mots que je viens de décrire, aux différentes situations que je viens de décrire. Le gouvernement va apporter des solutions. Le gouvernement va dire, oui, sur la question des salaires, on va faire ceci, sur la question des bourses, on fera cela, la poubelle, et tout ce que vous savez comme problème. D'où l'intérêt de ce troisième point qui porte donc sur la loi des finances. Projet de loi de finances qui a été déposé il y a quelques jours et qui déjà suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses. On ne sait même plus si ce projet est encore au complet ou s'il a déjà fait l'objet de 2 coupes, sans même que les commissions de finances ne débattent véritablement sur le contenu. On ne sait plus. On entend un coup lire dans la presse qu'il y a des projets de taxes qui ont été retirés. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, on ne sait rien. Mais on sait des choses. On sait des choses. Je veux d'abord, ici, avant de rentrer dans la technique, j'éviterai d'être trop technique, ce n'est pas l'objet, évoquer un point. Et les amis de la presse, je tiens à ce que vous fassiez l'écho de ce point et qu'avec vous, nous vérifions ce que sera ce point. Je vous dis aujourd'hui, je vous ai dit dans mon propos liminaire, ce qui distingue l'opposition de la majorité, c'est le vote de la loi de finances. Vous pouvez regarder dans toutes les démocraties du monde. Si l'opposition a les mêmes solutions économiques que la majorité, ce n'est pas l'opposition. Pourquoi ils sont dans l'opposition? Ils doivent diverger sur les solutions économiques. S'ils sont d'accord sur tout, pourquoi il y a une majorité, pourquoi il y a une opposition? Je prends le pari avec vous. Et n'hésitez pas à me le rappeler au moment opportun. L'opposition dite parlementaire votera cette loi de finances. Il y a 157 députés, si je ne me trompe pas, à l'Assemblée. 100 combien? 150. Merci. 160, mais c'est parce que je veux à tout prix qu'on rééquilibre que j'ai à 157. Ne trouvez-vous pas injuste que Madibou ait une seule circonscription, alors que Bakongo en a 2, et que Madibou est 4 fois plus grand et 4 fois plus peuplé que Bakongo? C'est pas une injustice? Est-ce que c'est pas une injustice? Bah vous savez, parce que vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas des citoyens. Hein. C'est du bon sens, ça. C'est peut-être pour ça que je suis à 157 déjà. Ils voteront pour cette loi de finances. Et vous verrez, ça sera une énième trahison et la preuve de l'artificialité de l'opposition majorité au Parlement. Alors maintenant, venons-en à la loi de finances. Pour vous parler de la loi de finances, je vais vous parler de la loi de finances en 3 étapes. Je vais d'abord vous parler de la dette. Ensuite, je vous parlerai de ce qu'on appelle, dans le jargon financier, les ressources, c'est-à-dire les recettes, dans le jargon comptable normal. Et puis, je vous parlerai des dépenses ou des charges, dépenses en comptabilité, charges en finances publiques. La dette. La dette. La dette, mes amis, je vais vous donner quelques illustrations pour vous montrer l'inanité de la situation actuelle. Les problèmes économiques, macroéconomiques, peuvent aussi se concevoir comme des problèmes microéconomiques. Vous, en tant que chef de famille, nous sommes de la microéconomie,
lorsque vous avez votre budget à faire, c'est-à-dire que vous avez votre salaire, que vous touchez tous les mois, ça devient une denrée rare au Congo, mais ça arrive. Lorsque vous avez votre salaire que vous touchez tous les mois, qui est de, disons, de 100 000 francs CFA, si vous avez une dette de 70 000, vous êtes dans l'extrême pauvreté. Ça veut dire que quand vous allez toucher votre salaire, vous passerez votre temps à rembourser votre dette qu'à pouvoir faire autre chose de votre salaire. C'est aujourd'hui la situation du Congo. La dette au Congo est devenue totipotente. Totipotente. Pour parler en langage biologique. Dans la loi de finances actuelle, dans le projet de loi de finances, si vous prenez la dette dans toutes ses facettes, dette sociale, dette intérieure, dette commerciale, tout ce que vous voulez, dans toutes ces facettes, la dette fait 1366 milliards. 1366 milliards. Donc, 1366 milliards. 1366 milliards. Ça, c'est la dette prise dans toutes ses facettes. Et si vous prenez les ressources, c'est-à-dire l'argent que nous allons, que nous espérions produire en 2025, l'argent que nous espérons récolter dans les taxes et tout le reste, c'est 2462 milliards. 2462 milliards. Ça veut donc dire que la dette représente 44% du budget global. 44% du budget global. Maintenant les amis, revenons à la vie normale. Vous êtes un monsieur ou une femme et vous avez quelques problèmes de trésorerie et vous voulez aller en banque solliciter un crédit. Quand vous arrivez, votre banquier va faire une première chose. Il va déterminer votre capacité de remboursement. Il va vous dire, monsieur, est-ce que vous avez déjà des dettes ou des crédits ailleurs? Ah oui, quels sont vos crédits? Vous allez dire, j'ai un crédit à la Micodec, j'ai un crédit machin, j'ai acheté une voiture quelque part. Bon. Tout ça, on va calculer. Si vous dépassez 30% de vos revenus, le banquier ne peut pas vous prêter de l'argent. Vous êtes considéré comme n'ayant pas de capacité de remboursement, comme ayant dépassé sa capacité d'emprunt. 30% pour vous et moi, messieurs. Ce n'est pas Madame qui invente, c'est la loi et les dispositions communautaires COBAC. Si vous êtes une personne morale, une entreprise, et que vous aussi, parce que les entreprises aussi, ils ont des problèmes d'argent, de trésorerie, vous allez voir votre banquier pour dire, je veux faire un crédit. Votre banquier va vous dire, très bien, qu'est-ce que vous avez déjà comme crédit? Vous allez calculer ensemble. Si vous dépassez les 40%, on ne peut pas vous accorder un crédit parce que l'on considère que vous avez déjà épuisé votre capacité d'emprunt. L'État congolais est à 40,44%. 44%. Alors l'État, ce n'est pas une personne ordinaire, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais vous voyez bien que même pour un État, quand vous êtes endetté à cette hauteur, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Je vais vous donner 2 chiffres encore avant d'arrêter avec les chiffres. La dette aujourd'hui, vous le savez, maintenant on le dit beaucoup, 8500 et quelques milliards. Mais je veux vous dire quelque chose de plus scandaleux. Entre 2019 et 2024, c'est-à-dire les 5 dernières années, savez-vous combien de dettes nous avons créées? Vous savez? C'est de la presse. Vous savez combien de dettes on a créées depuis les 5 dernières années? C'est-à-dire depuis M. Mwamba, dernières années de M. Mwamba, puis depuis le début de la primature de M. Makosso. Vous savez combien de dettes on a créées? 2492 milliards de dettes supplémentaires. 2492 milliards de dettes supplémentaires. Maintenant, faisons un peu regardons un peu de près cette dette. 2492 milliards de dettes supplémentaires. Vous vous rappelez qu'en 2020, il y avait la Covid. Vous vous rappelez? En 2020, il y avait la Covid. Est-ce que vous vous rappelez que pendant la Covid, l'État a fait des dépenses? Oui ou non? L'État a dépensé quoi pendant la Covid? Rien. La Covid a été financée au Congo par un fonds mis en place qui était alimenté par différents dons. Vous vous rappelez pas? Bon, il n'y a eu aucune politique d'accompagnement social ou quoi que ce soit. 2020, l'État a été sous cloche, donc pas de dépenses, zéro. 2021, toujours la Covid, pas de dépenses, zéro. Donc, on a eu 2 années, 2 exercices pleins, c'est 2023 et 2024. Comment on explique les 2492 milliards?
La dette d'avant, on peut vous dire on a fait la route Pointe-Brazzaville. Ok. On peut vous dire on a fait les aéroports, les tours jumelles, on a emprunté là. Bon, il y a des choses qui peuvent mettre sur la table pour dire ça justifie la dette. Mais les 2492 milliards de dettes depuis 5 ans, ces dettes viennent d'où? Nous n'avons rien fait pour les 5 ans qui peuvent justifier ce niveau de dette. D'où viennent ces dettes? Au fond, mes amis, l'État désormais n'a plus de recettes. L'État ne vit qu'à crédit. L'État vit à crédit. Quand on vous paye, les journalistes qui sont fonctionnaires, c'est de l'argent qu'on emprunte. Quel est ce papa qui va emprunter de l'argent pour nourrir ses enfants? Quel est ce papa qui emprunte de l'argent pour manger? Comment fait-il pour rembourser? Comment fait-il pour rembourser? Nous sommes face à un iceberg de la dette. Iceberg de la dette, aujourd'hui. Et cette dette va faire couler le Titanic congolais. Parce que nous sommes dans le Titanic. Vous devrez, amis journalistes, parler souvent de la dette. Intéressez-vous aux questions de la dette. C'est très important pour le pays. Il s'agit de la survie de notre pays. Alors, c'est quelque chose aussi là de simple et de bon sens. Quand on a des dettes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les rembourser. Pour les rembourser, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose à faire, il faut réduire ses dépenses. Il faut réduire ses dépenses. On peut créer des impôts aussi. C'est vrai, c'est un autre outil. Mais ce n'est pas l'outil le plus efficace parce que la création de nouvelles taxations a trop de conséquences sur l'économie de façon globale. Et donc, ça peut venir encore étouffer l'économie. Mais l'on sait que l'instrument le plus efficace, c'est la réduction du train de vie de l'État. C'est la réduction de la dépense publique. Alors, qu'en est-il de la réduction des dépenses publiques, mes amis, dans la loi de finances ou dans le projet de loi de finances pour 2025? Que fait l'État pour réduire les dépenses? Écoutez, vous avez sans doute lu la loi de finances comme moi, le projet. Il n'y a aucune réduction. Ou, si je veux être dur, je dirais que la réduction de la dépense de la loi de finances pour 2025 est croquignolette. Croquignolette, c'est-à-dire ridicule. Ridicule. Au contraire, nous avons une augmentation de 12% de la dépense publique. 12% de la dépense publique. Nous passons en 2024 de 2069 milliards de dépenses publiques, 2069 milliards de dépenses publiques. En 2025, nous serons à 2233 milliards de dépenses publiques. 233 milliards ou 200 ou 180 et quelques milliards de dépenses publiques supplémentaires. Les gens sont-ils responsables quand ils font ce genre de choses? Sur quoi comptent-ils? Sur quoi comptent-ils? Est-ce que c'est encore les pauvres Congolais qui vont payer la tasse? Je vais vous prendre des exemples, quelques exemples. Vous allez pu me dire, mais oui, mais M. Malangou, peut-être qu'on a augmenté les dépenses de santé. Qui peut s'y opposer? On a augmenté les dépenses sociales, des allocations familiales, des salaires. Qui peut s'y opposer? Non, mes amis, ce ne sont pas ces dépenses-là qui ont été augmentées. Je vais vous prendre 3 exemples. La primature augmente ses dépenses de 88%. 88% d'augmentation à la primature. Plus de 10 milliards supplémentaires dans le budget 2025. J'ai envie de dire, à la primature, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Vous vous rappelez qu'on a dit ici qu'il fallait une taxe pour 6 milliards. Vous vous rappelez? Votre fameuse taxe de solidarité nationale, qui aurait soi-disant été retirée, à en croire nos excellents journalistes d'investigation économique, dont un se trouve dans cette salle. J'attends moi l'information officielle qu'on ne voit toujours pas. Mais on aurait pu taxer les Congolais de 6 milliards supplémentaires, alors que quelque part, on a la primature qui augmente de 10 milliards ses dépenses. La primature, on ne parle pas du ministère de l'Agriculture ou de la Santé, on parle de la primature. La défense nationale. La défense nationale. Vous avez tous remarqué que la défense nationale a perdu la gendarmerie. Désormais, la gendarmerie a été rattachée au ministère de l'Intérieur. Vous avez tous suivi. Malgré le fait qu'elle perde la gendarmerie, la défense nationale augmente son budget de 21 milliards, soit une augmentation de 250%. Bon, écoutez, je n'ai pas en mémoire que le Congo est en guerre contre l'Ukraine. Est-ce qu'on va aller soutenir la Russie? Ou est-ce qu'on a décidé de faire la guerre à la RDC?
Pourquoi nos dépenses militaires diantres en période de tension de trésorerie ne font qu'augmenter? Pourquoi nous augmentons systématiquement nos dépenses militaires alors que ces dépenses, on devrait les réduire? Pourquoi? Je vais prendre un dernier exemple. Évidemment, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui, lui, gagne 60 milliards de dépenses, de crédits supplémentaires. 60 milliards. Mais vous savez, alors ils ont fait quelque chose, ils ont rajouté la gendarmerie et la décentralisation dans le même programme. Donc, mais ça ne se comprend toujours pas. Parce que le budget de la décentralisation, c'est un peu moins de 5 milliards. Et la gendarmerie, c'est 1 milliard et je crois 2 milliards et demi. Donc, même en ajoutant les 7 milliards ou 8 milliards de ces deux nouvelles lignes ou rubriques budgétaires, on ne peut pas avoir une augmentation de 60 milliards. Donc, pendant que l'on vous demande à vous de faire des efforts, le gouvernement se met bien. Le ministre joue à Congo bête. Allons-y, allez! Quelqu'un payera. Mais qui payera? Qui payera? Qui va payer? Qui va payer? Qui va payer? C'est pas moi le Congolais de l'université qui croupit sous la misère qui va payer. C'est pas le petit coopérant de Ngamakoso qui pour vivre, il faut vendre la banane devant chez lui qui va payer. Ou c'est pas le Koulouna qui agresse les gens qui va payer. Qui va payer ça? Vos augmentations là. Votre Congo bête là. Qui payera? Maintenant, vous allez dire, mais oui, ils ont augmenté parce que les ressources ont augmenté. Et c'est là où vous allez vous rendre compte de l'injustice de la situation. Je n'ai pas envie de traiter les gens d'incompétents, parce que je ne le pense pas. Il y a des gens compétents là-bas. J'en connais moi-même personnellement qui sont des gens très compétents. Mais je crois que ce sont des gens qui sont hors sol, qui ne sont plus au contact de la réalité. Leurs compétences servent des équations comptables au lieu de les mettre au service du développement humain. Les ressources, mes amis. Je vais plutôt vous parler des ressources qu'on perd que des ressources qu'ils créent, parce que les ressources qu'ils créent, c'est une catastrophe. Ils ont créé une taxe sur la solidarité nationale qui devrait rapporter 6 milliards. C'est dérisoire, hein, 6 milliards, c'est dérisoire. Pour faire quoi? Personne ne sait. Très bien. Mais ils ont créé d'autres taxes, notamment sur le transport terrestre, qui est plus dangereux, qui est beaucoup plus dangereux. Le transport terrestre, qu'est-ce que c'est? Moi, 2 semaines, j'étais à Ouesso, j'ai pris Congo-Océan, pour aller à Ouesso. Dans le bus, je n'avais que des commerçantes. Que des commerçantes qui achetaient des choses ici à Brazzaville pour aller vendre tout le long de la route nationale numéro 2 jusqu'à Fondo. Et puis qui, au retour, là-bas, achetaient du poisson fumé pour venir vendre à Brazzaville. C'est ça notre économie. N'allez pas rêver, les amis. L'économie congolaise, c'est ça. Tout le reste, c'est la rente. Tout le reste, le pétrole, c'est la rente. Notre économie, c'est ça. C'est ces mamans-là que vous voyez, les petits coopérants de Total ou de Bwemba. C'est eux-là, l'économie. Quand vous créez des taxes supplémentaires sur le transport terrestre, c'est automatique. Je ne suis pas docteur en économie, mais j'ai un peu du bon sens. Vous augmentez le prix des péages, vous augmentez le prix de transport terrestre. Le type qui transporte les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il répercute sur les prix. C'est aussi simple que ça. La maman qui a acheté son moukalou là-bas et qui doit payer désormais 20 000 va répercuter sur le moukalou. Et finalement, c'est le Congolais lambda qui va trinquer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez lutter contre l'inflation, c'est-à-dire baisser l'inflation, qui est à 4,2, en augmentant le transport terrestre. C'est une aberration économique et une injustice sociale.